بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نطل عليكم هذه المرة من خلال هذه النافذة المرئية المسموعة كي نتحاور حول أوجاع وآلام وآمال الوطن. هذه مساحة مجانية تقدمها مؤسسة شنقيط، قناة شنقيط، لتستضيف فيها قادة الرأي ورؤساء الأحزاب والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والحقوقيين. وستكون إن شاء الله هذه الإطلالة مرتين في الأسبوع إبان الحملة الانتخابية. ونبدأ الليلة بالدكتور كان حميد بابا. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. Monsieur le Président, je vais d'abord faire un résumé très condensé de votre CV qui est très lourd. Masha'Allah. Vous avez préparé un doctorat dans les sciences de la communication à Paris 2 et un diplôme d'études approfondies en sciences sociales et économiques. Donc le doctorat c'est en sciences de la communication, un DA dans le domaine des sciences sociales et économiques à Paris 1 et 2, donc Sorbonne et Panthéon, pour ceux qui ne le savent pas, et un diplôme d'études supérieures en sciences politiques, toujours à l'Université de Paris 1, c'est-à-dire Sorbonne. Vous avez exercé de hautes fonctions, notamment à la présidence de la République comme haut fonctionnaire chargé de la communication, et vous êtes un professeur associé à la fois à l'université, à l'école normale sup, l'ENS. Vous êtes également un consultant hors pair, puisque vous êtes un consultant international auprès de la Banque mondiale, du PNUD, de l'UNICEF, de l'OMS, du SILS, de la BAD, de l'Union européenne et de la GIZ, coopération allemande. Vous êtes par ailleurs, sur le plan politique, un membre fondateur de l'IFD. Vous avez été chargé de la communication, vous avez été longtemps député, vous avez été même pendant 3 ans deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. Vous avez quitté les RFD pour fonder le mouvement pour la refondation MPR le 09-09-2009. Et vous êtes présenté avant au présidentiel de 2009. C'est dire combien vous êtes au courant de ce qui se passe dans notre pays, mais avant de vous demander de scruter la situation de notre pays, surtout d'auditer les comptes de la République, de l'entreprise Mauritanie, je voudrais d'abord vous donner l'occasion de marquer votre solidarité, comme je l'ai fait, avec les familles de nos 2 soldats qui ont été blessés sur le front. Et est-ce que cet élément, à votre avis, cet incident, qui j'espère ne va pas se répéter, n'aura pas de répercussions sur le déroulement de notre campagne qui est jusqu'ici sereine? À vous la parole, monsieur le Président. D'abord, je voudrais remercier la chaîne de télévision Shingeti TV d'organiser ce genre d'émission à un moment où nous sommes à la veille d'élections également capitales et à un moment également où le pays fait face à des défis majeurs. Vous avez cité tout à l'heure le cas de nos concitoyens qui sont blessés, et dit-on assez gravement. Naturellement, nous exprimons avant tout notre compassion vis-à-vis de nos soldats. Et nous connaissons les risques du métier, c'est un fait. Mais il est souhaitable que les populations, que les Mauritaniens comprennent mieux, qu'on leur explique mieux. Et ça, c'est le rôle du pouvoir. Pourquoi nous envoyons nos enfants hors du pays? Je pense que nous avons envoyé des soldats en Centrafrique alors qu'il y avait d'autres théâtres plus proches de nous, à tout point de vue, où nous n'avons pas envoyé des soldats et nous avons manqué à une certaine solidarité régionale. Vous pensez au Mali, monsieur le Président? Naturellement, je pense au Mali. Vous savez, il y a un dicton poulard qui dit que lorsque la forêt sèche brûle, naturellement, si elle est à côté de la forêt humide finira aussi par brûler. Et donc, il y avait un effort de solidarité en son temps qui a fait défaut, qu'on aurait mieux compris.
Et si on doit envoyer également des soldats un peu plus loin, je Et ne dis pas pourtant, qu'il ne et faille pourtant pas... vous, à l'opposition, à l'époque, vous avez accusé le gouvernement de faire une guerre par procuration, si ma mémoire ne trahit pas. Attention, ne confondons pas les choses également. La guerre par procuration, c'était une lutte, une guerre contre les terroristes qui s'attaquaient à des otages étrangers. Nous parlons des Maliens. Nous parlons du Mali et des Maliens. Nous parlons d'ailleurs de la Mauritanie, parce que vous savez que nous partageons une frontière longue de plus de 1000 km. Et que par conséquent, le Mali n'est pas un pays seulement voisin. Nous avons des liens multiformes, des liens de sang. Des liens multiformes. Et vous savez également que ce qui s'est passé au Mali, jusqu'à présent, pèse encore d'un poids décisif sur l'avenir de la sécurité en Mauritanie. Et que par conséquent, il lui parut assez judicieux de s'intéresser, de s'impliquer un peu mieux et de mutualiser les efforts avec un pays avec lequel nous partageons beaucoup de choses. Voilà, mais on ne va pas beaucoup s'attarder sur cette question. Je voudrais vous demander de me faire la lecture des comptes de la République islamique de Mauritanie, c'est-à-dire sur le plan économique, le taux d'inflation, le taux d'endettement. Vous, à l'opposition, vous parlez de surendettement, le taux d'inflation, vous parlez de surinflation. Et par conséquent, je voudrais demander à l'expert en sciences économiques, je pense que de m'auditer les comptes de notre pays. Je pense que je n'ai pas la prétention, je sais, mais je n'ai pas la prétention ce soir de faire un audit des comptes. Parce que l'audit des comptes doit être basé également sur un certain nombre de chiffres, de documents qui doivent être à notre portée. Oui. Or, nous savons qu'il y a une gestion assez opaque des comptes déjà de la nation. Et cette gestion assez opaque fait justement que nous ne pouvons pas dire avec certitude, voilà ce qui se passe. Ce que nous savons cependant, c'est que deux choses. La première, il y a bien sûr la question de l'inflation que l'on connaît, Oui. mais pour parler simplement, je ne parle pas en expert, mais pour parler simplement, ce qui est important, ce sont les conditions de vie des populations mauritaniennes. Donc c'est la ménagère qui vous intéresse. Comment cela se traduit dans le panier de la ménagère? Oui. Aujourd'hui, vous pouvez interroger les dames qui sont ici avec nous. Elles vous diront évidemment, depuis le ramadan, comment les prix également ont grimpé. Je parle seulement depuis le ramadan. C'est le ramadan passé. Comprennent les denrées de première nécessité ou comprennent, je ne parle même pas des produits de luxe. Donc, c'est dire simplement que sur la question, en tout cas, de la situation des comptes économiques de la nation, vous avez parlé de l'endettement. Parlons de surendettement. Aujourd'hui, Oui. un enfant qui naît, il arrive au monde avec au moins 1 200 $ de dettes à payer. Vous comprenez bien ce que cela veut dire. Mais ça, c'est le fruit d'accumulation depuis quelques années, non? C'est pas... Non, vous savez très bien que la gestion d'une année ou deux ou trois. Non, vous savez très bien que nos pays ont connu également, après les politiques d'ajustement structurel, il y a eu ce qu'on appelait l'initiative pays pauvres très endettés. Oui. Et que par conséquent, les dettes ont été effacées pour notre pays. Oui. La dernière fois que la dette a été donc effacée date des années 2001-2002. Mais on est reparti dans une spirale de l'endettement. Tant et si bien qu'aujourd'hui, le niveau d'endettement est colossal. Il devient insupportable pour la Mauritanie. Et le risque, évidemment, vous savez ce que cela veut dire, c'est qu'un pays endetté devient très dépendant des bailleurs de fonds. Un pays endetté ne peut pas mener un certain nombre de politiques également sociales parce qu'il doit d'abord payer, bien sûr, ses engagements internationaux. Aujourd'hui, le niveau d'endettement, il dépasse les 80%, ce qui est énorme. Comparativement à d'autres pays qui, déjà, quand ils sont à 60% de la sous-région, on tire sur la sonnette d'alarme. Mais on voudra qu'on a fait avec ça des infrastructures, des routes, c'est vrai, de l'eau, de l'électricité. C'est vrai, vous savez, il y a deux problèmes. Il y a, bien sûr, je ne juge pas nous ne parlons même pas de l'opportunité de la dépense, mais nous parlons de la qualité de la dépense. Ces infrastructures-là dont on parle, regardez bien ce qui avait été fait ici depuis 2008-2009. Je pense qu'il y a une route qu'on appelait la route Aziz, n'est-ce pas, qui relie Nouakchott vers Toujounin. Aujourd'hui, on est plus proche de parler en fait d'une route de terre que d'une route en goudron.
Il suffit seulement de constater l'état de ces routes-là. Elles sont nombreuses, ces routes. Les infrastructures dont on parle ont été financées également par les bailleurs de fonds pour l'essentiel. Les contreparties ont été souvent insuffisantes et de toutes les façons. Mais vous voulez insinuer que le bureau de contrôle n'a pas fait son travail? Non, la vérité c'est que les études ont été défaillantes. Avant même de parler du bureau de contrôle, les études ont été défaillantes. La vérité c'est qu'on a fait face à des surfacturations. Des surfacturations. À des surfacturations. Et je pèse mes mots. Pas seulement pour les routes, mais également pour là où on pourrait dire que le pouvoir a relativement fait des efforts certains, c'est en matière d'énergie par exemple. En matière d'énergie renouvelable. C'est vrai, des efforts ont été faits. Énergie propre. Mais à quel prix? C'est ça la question. Nous savons que des éoliennes ont été surfacturées dans ce pays. Nous savons que d'autres également, productions énergétiques ou d'autres structures énergétiques ont été mises en place, mais sans appel d'offres, réellement, de gré à gré. Et tout ceci également fait partie des raisons qui ont conduit à surendetter le pays. Autrement dit, c'est bien d'avoir l'électricité chez soi, mais il est bon de savoir également quel est le prix de cette électricité-là. Ce n'est que l'un des aspects. Oui. Je pense que quand on parle de la qualité de la dépense, c'est de dire simplement avec les ressources dont dispose le pays, on aurait pu faire beaucoup mieux. C'est cela la réalité. Dites-moi, professeur, sur le plan économique. Oui. Notre ministre des Finances dit le contraire de ce que vous dites. On peut le comprendre. Il avance des chiffres qui sont quand même avalisés par des institutions avec lesquelles vous travaillez, des institutions internationales. Donc, vous dites qu'il y a une gestion opaque. Mais je pense qu'en entretenant de tels rapports avec les institutions internationales, il est obligé d'avoir un minimum de transparence, de traçabilité dans la gestion du pays, disons. Écoutez, je pèse mes mots en parlant de gestion opaque. Oui. Ce que moi j'ai dit simplement. Est-ce que vous pouvez expliciter davantage de termes? Eh bien, je vais expliciter davantage. Oui. Prenez par exemple le fameux palais de congrès flambant neuf. Dans quelles conditions ce palais de congrès a-t-il été construit? Et quel a été son coût réel? Prenez l'aéroport de Nouakchott, l'aéroport international de Nouakchott. Oui. L'aéroport international de Nouakchott, on peut saluer une initiative visant à créer, à renforcer bien sûr le parc d'infrastructures que nous avons. Oui, c'est une bonne chose. Mais il a été construit par une société qui n'a jamais fait 1 kilomètre de goudron, qui n'avait aucune expérience en la matière. On pourrait multiplier les exemples à loisir. Mais oui, le problème, si le projet est réussi, s'il est bien réalisé, vous dites que le rapport est bien fait. Alors, une route qu'on peut faire, par exemple, je prends le cas de n'importe une route qu'on peut faire, le kilomètre de route peut coûter 200 millions de guillas. 1 kilomètre. 1 kilomètre. Si on fait la route à 1 milliard, le kilomètre, si vous me dites où est le problème, je vous dirais que oui, les 800 millions qui auraient pu être, qui ont été dépensés ici ne seront pas utilisés pour construire des écoles. Et vous savez les problèmes d'écoles que nous avons. Malheureusement, on casse des écoles pour en faire autre chose. Si ces 800 millions, cette différence-là aurait pu être utilisée pour donner de l'eau aux populations. Et vous connaissez bien. J'ai ici d'ailleurs le maire ou le candidat maire de Vassalanère. Il y a cela 4-5 ans. J'ai été à Vassalanère. Il m'a fallu passer une nuit là-bas pour comprendre la difficulté qu'éprouvaient ces populations à se sentir mauritaniens tout simplement. Dès la tombée de la nuit, tout le monde attachait des charrettes pour aller à la recherche de la denrée rare, de l'eau, à quelques kilomètres du voisinage. Et tous les jours, c'est la même corvée. Je ne parle pas maintenant, vous vous souvenez également, lors de la visite du président de la République à l'intérieur du pays, c'était, je pense, quelque part en Assaba ou dans le Hod. Donc vous voulez dire, docteur, que... Non, je veux simplement dire que l'eau est un facteur limitant de notre développement. Non, plus que cela. Non, ce que je veux dire simplement, c'est que les images fortes que nous avons vues avec des bidons jaunes que les gens étaient en train de brandir à un chef d'État, je dis que 60 ans après notre indépendance, cela pose problème. Et c'est assez triste de voir dans quelles conditions les populations également continuent à vivre. Or, l'eau, c'est la vie. Voilà ce que je veux dire. Donc, pour clore ce chapitre économique, alors, que faut-il faire? Supposons, faisons de la fiction. Supposons que Khan Hamidou Baba gagne une majorité au Parlement. Faisons de la fiction, c'est-à-dire avec tout le consortium des partis de l'opposition et même les partis du centre, et vous réussissez à diriger le gouvernement de la Mauritanie. Quelles sont les priorités économiques que vous allez faire d'un coup?
Eh bien, je Dans vais vrai. dire Sans hésiter, sans état d'âme ni regret. Sans hésiter, je vous dirais 4 à 5 priorités. Lesquelles? La première, c'est l'alimentation. C'est Là, la première. L'alimentation. l'alimentation. Il faut bien que les gens mangent, C'est avant vrai. tout. Or, nous avons les conditions pour que les Mauritaniens puissent manger à leur faim. Mais évidemment, ça suppose qu'on ait de vraies politiques agricoles, Oui. ce qui n'est pas le cas. Ça suppose également qu'on donne aux vrais agriculteurs la possibilité de développer l'agriculture, mais pas à des spéculateurs, comme ce qui se passe aujourd'hui dans la vallée, qui viennent ou qui prennent de l'argent dans une banque à fonds publics, qui font autre chose plutôt que de faire l'agriculture. La première priorité, je dirais, c'est l'alimentation pour que les gens mangent à leur faim, pour parler vite. Il y a beaucoup de choses à Poser dire le là-dessus. problème de la loi foncière, là. Bien sûr, mais bien sûr, la loi foncière mérite de réviser. Autant l'État a le droit de prendre une loi, autant l'État a le devoir de respecter ses propres J'ai lois. vu dans votre DPG, déclaration de politique générale, vous prônez pour la Mauritanie un nouveau pacte national, un pacte entre l'État et la société d'une part, et d'autre part entre l'État et le citoyen. Et là aussi, vous allez revenir sur la loi foncière, Dr. Khan? Vous avez bien lu notre DPG et je vous remercie pour cette bonne lecture. Mais laissez-moi terminer, s'il vous plaît. C'est mon boulot, ça. Oui, laissez-moi terminer. Juste au-delà de la question agricole ou des questions foncières. Vous savez, aujourd'hui, vous avez des villages qui n'ont plus d'espace vital. Mais soyons clairs là-dessus. Soyons clairs sur un point. Je suis favorable à l'agrobusiness. L'agrobusiness. Je suis favorable à l'agrobusiness. Mais ça ne veut pas dire que ça doit se faire au détriment de la petite paysannerie. Il faut trouver un équilibre, il faut trouver un juste milieu. Je vous dirai plus tard que le MPR est un parti du bon sens, tout simplement. Ce qui nous appartient à nous tous, partageons-le. C'est aussi simple que cela. La deuxième chose, la deuxième priorité que nous avons, c'est l'éducation. C'est l'éducation. Vous savez, l'éducation, que dans un pays où le taux de réussite au bac, au brevet, que sais-je encore, est de l'ordre de moins de 10%, de deux choses l'une. Ou bien tous les élèves sont devenus des cancres, ce que je ne crois pas, ou bien les professeurs sont également des ignorants, ce que je ne crois pas non plus. Ou bien les deux à la fois? Oui, en tout cas, je ne le crois pas. Je ne crois pas. Je crois à ni l'un ni à l'autre. Le vrai problème, c'est que nous n'avons pas de système éducatif. Le système éducatif est à l'eau. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On ne règle pas les questions d'éducation sur 1 an ni sur 2 ans. C'est un minimum un programme décennal. Mais en attendant, comme on ne peut pas rester les bras croisés, nous avons prôné le retour, une opération retour des cerveaux. Nous avons des ressources humaines qui sont éparpillées un peu partout dans le monde. Vous avez été comme moi étudiant en France. Absolument. Oui. N'est-ce pas? Et vous savez très bien que moi, j'ai beaucoup voyagé aussi à travers l'Afrique, mais à travers l'Europe. Et j'ai rencontré beaucoup de Mauritaniens qui ont quitté leur pays. C'est la fuite des cerveaux, qui travaillent ailleurs, qui sont devenus des ingénieurs. J'étais en Allemagne il y a cela 4-5 ans et je me suis rendu compte, en discutant avec notre chancellerie, qu'il y avait au moins 17 ingénieurs. Mais là, je suis dans l'obligation, docteur, de vous interrompre un peu, parce que vous êtes un brillant économiste et vous n'avez pas parlé de l'emploi. Parce qu'à quoi bon sert-il de former des chômeurs de plus en plus diplômés et de plus en plus à être nombreux dans le chômage? Non, je pense qu'il y a différents niveaux. Soyons clairs là-dessus aussi, il y a différents niveaux. Il faut s'attaquer à l'emploi. Je parle d'abord des ressources humaines. Oui. Parce qu'un pays qui n'a pas de ressources humaines n'a pas d'avenir. Il ne suffit pas de dire demain nous aurons le gaz. Il ne suffit pas de dire nous avons du pétrole ou nous avons ceci ou cela. Ce qui est fondamental, c'est les ressources humaines. Et les ressources humaines, c'est la formation d'abord. C'est une bonne formation qui permet d'avoir de bons emplois. Une bonne formation qui est en adéquation avec le marché du travail, c'est ça qui permet d'avoir donc des emplois et des revenus. C'est aussi une économie saine et structurellement bien portante. Oui, mais regardez le Japon. Prenons des exemples. Regardez les pays qui ont réussi. Tous les pays qui ont réussi. À commencer, le Japon, c'est peut-être loin. Prenons le Rwanda, qui est à côté de nous, pas très loin, en tout cas en Afrique. Le pays de Paul Kamagé. Voici un pays qui, en peu d'années, après être sorti en fait du génocide, voici un pays qui aujourd'hui attire les meilleures universités au monde. Parce qu'ils ont compris une chose, c'est que le développement, c'est d'abord la ressource humaine. L'homme est au commencement et à la fin de tout développement. Voilà ce qu'ils ont compris. Et ça, Dieu, il l'a dit dans le Coran. Oui, mais on l'oublie souvent alors. En tout cas, on l'oublie souvent. Et dans la pratique... Nous avons tort. Je le concède. Mais dans la pratique, c'est ça la réalité. Donc la priorité aujourd'hui, c'est comment améliorer les ressources humaines dans ce pays. Comment faire en sorte que la formation soit en adéquation avec également le système de production.
et qu'on produise donc des emplois et qu'on distribue des revenus. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce volet. Oui, Mais ça fait partie. Et c'est la formation. Mais en attendant, voilà. je dis seulement en attendant, Oui. nous prenons une opération retour des cerveaux. Parce que cela permettra, en attendant que, parce qu'on ne change pas un système éducatif sur 1 an ni sur 2 ans. Il faut une période assez longue, à environ de 10 ans au moins, pour qu'on voit les effets. Mais en attendant, on peut faire venir des professeurs, des médecins, que sais-je encore, des ingénieurs qui sont à l'étranger et qui peuvent être utiles à leur pays. Ça demande une organisation. Ça, c'est la deuxième priorité. Je dirais que la troisième priorité, c'est la santé. On va aller vite, il y a le On va compte aller de temps. vite, d'accord, on va essayer. C'est la santé la troisième priorité. Oui. Alors, en matière de santé, on n'a pas besoin de faire un dessin, mais nos hôpitaux sont des mouroirs. Le dimanche dernier, je suis au regret de le dire, j'ai perdu un militant. Paix à son âme. Nous avons fait le tour la veille de 4 structures sanitaires. Les scanners ne marchaient pas, ils ne pouvaient pas faire d'IRM. Dans 4 structures sanitaires. Et il est décédé malheureusement. Mais ces situations sont fréquentes. Pourtant, nous avons d'excellents médecins. Non, nous avons certes d'excellents médecins, mais les conditions de travail ne sont pas bonnes. Et demandez aux médecins eux-mêmes. Vous avez eu une grève qui a été très dure, très difficile, dans laquelle le pouvoir a refusé de dialoguer, de discuter avec les médecins. Ce qui est anormal, ce qui était anormal, ça a trop duré. Et qui trinque? C'est le peuple. Peut-être qu'il a Ce sont les populations qui souffrent de cela. Peut-être qu'il a considéré qu'ils étaient un peu politisés, je ne sais pas, peut-être. Je ne pense même pas, parce que de toute façon, moi je suis à l'opposition, mais n'ont pas de relation particulière avec le monde des médecins. Et eux-mêmes, ils n'ont pas souhaité politiser en tout cas leurs revendications et leurs mouvements. Voilà pourquoi on ne nous a pas vus, au niveau en tout cas de ce que les médecins avaient comme revendication. Mais ce que nous savons, c'est que le système sanitaire est mal ficelé. Moi, je voyage, comme je l'ai dit, je voyage beaucoup. Mais quand il m'arrive d'aller dans les cliniques, dans les hôpitaux à l'étranger, ici à Dakar, ou ici à Casa, ou en Tunisie, j'ai l'impression que tous les Mauritaniens se soignent à l'extérieur. À l'époque, quand j'étais député à l'Assemblée, il m'est arrivé de dire, parce que je l'avais constaté, que les Mauritaniens ont plus peur de leur structure de santé que de la maladie. Et le quatrième point. Alors le quatrième point, mais c'est la gouvernance. C'est la gouvernance. On est mal gouverné. Mais naturellement, on est mal gouverné. C'est peu dire qu'on est mal gouverné. Vous savez très bien que j'ai l'habitude de dire ce que je pense. Oui, mais vous savez que moi, je suis la bonne gouvernance, à équidistance entre les acteurs politiques. Je ne sais pas si... Mais dans un pays, oui. Quand vous êtes dans un pays où les acteurs politiques se regardent en chien de faïence, il y a problème. Or, la responsabilité majeure, essentielle, incombe à ceux qui nous dirigent. Regardez, observez le nombre de dialogues manqués, ratés dans notre pays. La faute à qui? Peut-être que nous-mêmes, opposition, nous avons notre part de responsabilité. Je l'assume pour ce qui est de notre part. Mais pour l'essentiel, c'est à celui qui dirige de faire l'effort de parler aux autres. Parce qu'il n'est pas le président d'une majorité, il est le président des Mauritaniens. Et l'opposition fait partie aussi des Mauritaniens. Nous sommes très mal gouvernés. Ça, c'est le quatrième point. C'est le quatrième point. Naturellement, le cinquième point, et peut-être je vais m'arrêter là, il y aurait beaucoup de choses à dire, c'est quand même les infrastructures. C'est l'accès à l'eau, l'accès aux services de base, et donc c'est l'eau, c'est l'électricité, c'est le logement. Ce sont des points essentiels. D'ailleurs, je dois vous dire que dans la prochaine législature, le MPR va introduire des propositions de loi dans ce sens. Oui. Qu'il s'agisse de l'éducation, qu'il s'agisse de la santé, notamment la couverture universelle, qu'il s'agisse également des aspects sociaux tels que les retraités. Vous savez que nous n'avons plus d'administration parce que beaucoup de gens vont à la retraite. Très bien. Ils sont à la retraite et ils ont des pensions très, très minables. Les pensions doivent être indexées sur le coût de la vie. Ce n'est pas électoral, ça, docteur? Ce n'est pas... Parce qu'on est en campagne? De toutes les façons, nous allons traduire cela en proposition de loi. Donc, après la campagne aussi, nous parlerons de ces questions-là. Alors, docteur, moi, j'ai envie que vous m'expliquiez très bien ce que c'est que les NPN, le nouveau pacte national que vous proposez aux Mauritaniens. Très bien. Vous savez, nous avons créé notre parti, le Mouvement pour la refondation, comme certains de nos amis aiment à le dire, le 9-9-2009. Voilà. C'est peut-être assez poétique. Pourquoi le 9-9? Pourquoi le 9-9? C'est pure coïncidence. Hasard. Pure coïncidence. Mais, bon, mais le hasard fait parfois bien les choses. Hein? Oui, en tout cas, c'est assez poétique au moins. Ah, oui, on pourra le dire, n'est-ce pas? Mais fondamentalement... En tout cas, c'est facile à retenir. Moi, je l'ai retenu d'un coup. Revenons sur le nouveau pacte, c'est un pacte de confiance, parce que nous estimons que ce pays mérite d'être refondé, que les bases de ce pays ne sont pas saines,
que le pays a été bâti sur des injustices, que ce pays a été bâti sur la division, que ce pays fait face à 4 grands problèmes ou à 4 grands défis. La question de l'unité nationale, Lesquels, oui. la question de l'unité nationale, la question de l'enracinement à la démocratie, la question des droits de l'homme, je dirais même que les droits de l'homme sont orphelins dans ce pays. Et quatrièmement, la question du développement économique et social dans l'équité. Ce sont les 4 défis majeurs auxquels nous sommes confrontés. Oui. Le nouveau pacte, bien sûr, fait de la question de l'unité nationale et de la démocratie sont, disons, c'est les 2 piliers, les référentiels, Son socle. Vous avez utilisé le terme socle. le socle, effectivement, du parti. Pourquoi? Parce que la Mauritanie, vous savez, est un pays à cheval entre ce qu'on a l'habitude d'appeler le monde arabe et le monde négro-africain. Hein, pour résumer, nous nous situons dans un arc de crise qui sépare l'Afrique d'est en ouest. Et il faut le reconnaître, il faut le constater, les zones de contact sont potentiellement des zones de rupture. Je répète, les zones de contact sont potentiellement des zones de rupture. Je vous ai entendu. Je vous suis. Or, Oui. quand on observe Oui. ce qui s'est passé de l'Afrique de l'Est jusqu'en Afrique de l'Ouest, on se rend compte que certains pays ont cédé. Oui. L'Éthiopie et l'Érythrée sont devenus 2 États. Le Soudan du Nord, le Soudan du Sud sont devenus 2 États. Oui. Et l'arc de crise traverse également des pays, tous les autres pays, de la Libye, en passant par le Tchad, le Niger, le Mali, plus près de nous. Voilà pourquoi, si on ne règle pas les questions d'unité nationale, il n'y aura ni paix, ni sécurité, ni développement. Encore moins, bien sûr, démocratie. Nous sommes très attachés, au MPR, nous sommes attachés à la question de l'unité nationale et de la cohésion sociale. Nous disons également qu'il y a des ruptures. Ces ruptures sont dues également aux mauvaises politiques qui ont été entreprises par les pouvoirs, par les différents pouvoirs, particulièrement. Parler de violence de l'État. Oui, cette violence de l'État s'est exprimée, bien évidemment, à travers les événements que nous connaissons. On a vécu les événements de 86, de 89, de 90, 91. Et vous parlez d'oppression historique. L'oppression historique, c'est l'esclavage et il faut en parler. Et c'est normal qu'on en parle. Il y a Pourquoi dans ce historique? pays, Ça veut dire que elle est historique vous parce estimez parce que... qu'elle date de quelques 3-4 siècles. Ce n'est pas une oppression conjoncturelle, elle n'est pas récente. Voilà pourquoi nous parlons d'oppression historique. Il s'agit bien sûr de ceux qui ont été maintenus dans l'esclavage. Mais il s'agit également de ceux qui sont maintenus dans un système de caste et qui sont stigmatisés tels que les forgerons. Et d'autres catégories. Et qu'est-ce que vous proposez comme solution? Nous proposons justement un nouveau pacte de confiance. Toujours dans le postulat que j'ai posé. Faisons Dans le toujours postulat, qu'est-ce que nous proposons? Faisons de la fiction et supposons que vous êtes aux commandes de notre pays. Aux commandes, je veux dire, de l'exécutif. D'abord, dans ce cas, oui, dans une telle hypothèse, Oui. nous la souhaitons d'ailleurs, nous allons mettre en place un ministère chargé de la solidarité nationale. Ministère chargé de la solidarité nationale. Absolument. Et de la cohésion sociale. Qui va s'occuper de ce dossier d'unité nationale. Oui, absolument, qui va prendre en charge les questions d'unité nationale. Ce ministère chargé de la solidarité nationale va veiller justement à ce qu'il y ait pas seulement un problème entre, comme on le dit souvent, entre négro-africains et morts dans ce pays. Non, ça va au-delà. C'est aussi un problème de région. Vous savez que le phénomène de l'exclusion fonctionne comme un système. Même ceux qui excluaient finissent par être exclus quand l'exclusion est utilisée comme étant un outil de gouvernance ou de gestion d'un pouvoir. Donc vous avez des régions, il y a aussi les régions, parce que nous devons faire un effort de solidarité au niveau de toutes nos régions également, de toutes nos communautés, de toutes nos régions, et essayer également de limiter, de casser les barrières de caste que nous avons héritées depuis également des siècles. Mais dites-moi... Pour que les Mauritaniens, oui. faire en sorte que les Mauritaniens soient d'égale dignité. Évidemment, cela passe par la lutte contre les discriminations. Et cela passe aussi par des mesures de rattrapage, puisque vous me posez la question. On ne peut pas développer un pays en laissant des pans entiers de la société sur le bord de la route. Si nous voulons développer la Mauritanie, si nous voulons donner une égalité de chance aux Mauritaniens, il faut mettre en place des politiques, des mesures de rattrapage, particulièrement pour ceux qui sont victimes d'une oppression historique. J'ai cité bien sûr ceux qui sont descendants de l'esclavage, la communauté haratine en particulier, mais également pour ceux qui ont été exclus depuis au moins 40 ans maintenant, à savoir aussi
les négro-africains, mais c'est aussi pas seulement les Arabes qui aussi sont exclus. Je disais tout à l'heure qu'un système d'exclusion finit par exclure même ceux qui excluaient. Voilà pourquoi j'ai dit que nous avons besoin d'un grand effort de solidarité nationale et de cohésion sociale si nous voulons construire ou reconstruire la Mauritanie. Et vous estimez qu'il n'est pas fait actuellement? Je ne suis pas satisfait. Écoutez, et puis d'ailleurs, quand on a l'ambition pour son pays, il ne faut pas se satisfaire de ce qui existe. Quand on a l'ambition, a fortiori, quand l'existant également, tend à reproduire en fait ce qui était déjà fait depuis des années. Très bien, docteur Khan. Dites-moi, qu'est-ce que vous inspire la flambée des antagonismes, des racismes, des extrémismes de tous les bords, les vieux démons qui sont menés dans notre chère Mauritanie, qui commencent à se réveiller, les mots homicides, racistes, xénophobes, enfin, qui sont d'une violence terrible, multipliée. Vous savez qu'en islam, le mot est très dangereux. من شارك في قتل أخيه مسلما ولو بشطر كلمة بعث يوم القيامة وعلى كتب على شطر جبينه أيس من رحمة الله. كتب على جبينه أيس من رحمة الله. C'est-à-dire quand vous participez avec un mot, vous incitez des foules excitées, comme vous dites, marginalisées. Et je comprends, mais quand vous les excitez, quand un responsable se met à exciter des foules, à stimuler les antagonismes, est-ce que vous ne craignez pas pour votre pays, pour notre pays? Écoutez, moi, je fais une lecture, d'abord, je fais un recul sociologique par rapport à cela. Et j'essaie d'expliquer pourquoi ces phénomènes, avant tout. Et quand on va dans l'explication de ces phénomènes, non pas pour les justifier, mais pour essayer de les comprendre d'abord, on se rend compte que c'est fondé sur l'exclusion. Que ces l'exclusion sont des réactions souvent d'exclusion qui conduisent à ce type également de comportement, évidemment, de pratiques indésirables, de comportements indésirables. Mais la responsabilité incombe à qui avant tout? Malheureusement, nous avons des ruptures de confiance. J'ai dit tout à l'heure qu'en raison de politiques inappropriées, conduites évidemment par les gouvernants, on est arrivé à une situation aujourd'hui de méfiance intercommunautaire, je dirais presque, pratiquement, et même intracommunautaire. Et intracommunautaire, oui, bien sûr, intracommunautaire, mais parce que la relation entre l'État qui devait protéger, l'État qui devait également appliquer la loi, cette relation est devenue très ténue, très fragile. Autrement dit, l'État ne fait pas son devoir, ne fait pas son rôle par rapport à cela. Et il faut aujourd'hui des lois très fortes, d'abord contre la discrimination. Moi, je ne défends pas l'État, Dr Khan, mais ce que je veux dire, c'est que la Mauritanie, c'est notre capitale et nous sommes sur le même bateau. Vous avez vu ce qui s'est passé au Mali tout proche et en Irak. Moi, j'ai écouté l'autre soir un intellectuel irakien, un chiite, c'est-à-dire du clan qui a remporté la guerre. C'est un chef de guerre. Il parlait à la télévision, une télévision arabe. La journaliste lui dit, vous avez gagné la guerre. Il lui a dit, non. Madame, dans une guerre civile, il n'y a pas de vainqueur. Il n'y a que des vaincus. Il n'y a que des perdants. Il y a de bons perdants, il y a de mauvais perdants. Je suis un bon perdant. Parce que nous avons perdu l'Irak. Donc nous sommes sur un même bateau. Et si ce bateau chavire, c'est tout le monde qui va chavirer. C'est vrai. À la limite, voilà pourquoi, excuse-moi, mais voilà pourquoi je voulais dire simplement que la responsabilité incombe d'abord au capitaine. Nous sommes sur le même bateau. Il porte une grande responsabilité. Un bateau est d'abord guidé par son capitaine. Bien sûr, nous sommes tous à des degrés divers, nous avons tous notre part de responsabilité. Oui. Et voilà pourquoi nous, MPR, nous sommes attachés à l'unité nationale et à la cohésion sociale. Voilà pourquoi nous parlons d'intégration nationale. Nous avons une politique active en matière d'intégration nationale. Et nous sommes obstinés quand nous parlons d'intégration nationale. Et nous joignons le geste à la parole. Il ne s'agit pas pour nous de discourir sur la cohésion sociale, sur l'intégration nationale. Et c'est quoi le pacte entre l'État et la société d'une part et le pacte entre l'État et la société? C'est la démocratie. Le pacte entre les citoyens et l'État, c'est la démocratie. Écoutez, voilà l'analyse que nous faisons. Voilà ce que nous disons. Dans la phase historique dans laquelle nous nous trouvons, il faut faire des concessions aux groupes primaires. On entend par groupe primaire ici les communautés. Parce que historiquement, à cause des ruptures que nous avons évoquées, il faut faire des concessions à ces groupes primaires et faire en sorte que ces groupes primaires soient représentés dans des institutions représentatives. Vous suivez mon regard, vous savez très bien que quand on observe aujourd'hui la situation actuelle, vous avez des institutions à mandat dans lesquelles des communautés sont totalement exclues. Je dis bien qu'il faut faire des concessions aux groupes primaires, mais l'objectif ultime, c'est que demain, que le Poulard
puisse être à la place du Soninké, que le Soninké puisse être à la place du Bédan, que le Bédan puisse être à la place du Haratin, que le Haratin puisse être à la place du Soninké, etc., ou du Wolof. Demain, nous ne voulons voir qu'un citoyen. Des citoyens égaux entre eux. Voilà pourquoi nous disons qu'il est important de ne pas oublier la seconde béquille. Il ne s'agit pas seulement de dire l'unité nationale pour l'unité nationale, non. Il faut aussi défendre la démocratie, parce que c'est par la démocratie, c'est par l'état de droit que nous allons faire en sorte qu'on ait des citoyens d'égale dignité. Très bien. Vous présentez 50 listes pour les municipales, les régionales et les législatives. 50 listes. Nous aurions voulu faire plus. Vous auriez voulu plus. Nous pouvions faire plus. Voilà. Mais le possible a été 50. Voilà. Alors, est-ce que je peux savoir, de vive voix, yeux dans les yeux, quel est le seuil où vous estimez que vous avez gagné et quel est le seuil en deçà duquel vous avez perdu? Vous n'avez pas réussi et vous avez échoué. Nous n'avons peut-être pas fait cette évaluation parce que nous sommes au début d'un processus. Oui. Mais nous savons, bien sûr, nous avons des ambitions. Notre ambition, c'est de faire partie, je pèse mes mots, Oui. des 3 principaux partis en termes de résultats. Je répète, Oui. notre ambition, c'est de faire partie des 3 principaux partis en termes de résultats. Oui. Nous nous donnons les moyens pour cela, mais nous savons également que nous allons à une arène. Est-ce qu'il y a des endroits marqueurs, par exemple, vous me dites, si je perds à Técan, j'estime que je n'ai pas très bien travaillé. Est-ce qu'il y a des endroits marqueurs? Écoutez, nous avons posé une candidature à Vassalanere. Vassalanere? Oui, à Vassalanere. Oui. Donc, dans une commune de Bassikono. De Bassikono. Pour nous, nous estimons, c'est aussi important pour nous que Técan. Très bien. Alors, dites-moi, qu'est-ce qui va amener aujourd'hui les Mauritaniens à voter MPR? Vous avez été candidat en 2009. Alors, je vais vous le dire. D'abord, il faut savoir quelle est la constitution de nos listes. Le MPR est le parti qui certainement a présenté des listes de la diversité les plus remarquables, je dirais même les plus remarquées. Nos listes se caractérisent également par 2 ou 3 considérations. Lesquelles? La première considération, c'est qu'elles sont jeunes. Nous voulons travailler au renouvellement du personnel politique. Mais attention, nous n'avons rien contre les vieux, mais et de plus, j'ajoute pas comme le fait ou le dit Aziz. Aziz le fait par décret, ou veut le faire par décret. Non, nous le faisons en tenant compte bien sûr des facteurs qui permettent en fait aux jeunes de pouvoir émerger à travers des élections parce qu'on le fait à la base. Mais nous les encourageons de partir à la base. Ce n'est pas par le haut que nous le faisons. Nous le faisons par la base. Donc nos listes sont caractérisées par leur jeunesse. La diversité et la jeunesse. La diversité et la jeunesse. La deuxième chose, oui. Nos listes également sont caractérisées par l'équilibre en termes de genre. Nous avons été au-delà du quota fixé par la loi. Vous avez par exemple une tête de liste que nous avons à Nouadhibou qui est femme. Vous avez une tête de liste que nous avons à la mairie. Tête de liste à quoi? Liste à la mairie. À la mairie à Nouadhibou, la tête de liste est une femme. À la mairie à Rosso, la tête de liste est une femme. La tête de liste de la députation à Sélibabi est une femme. Et j'en passe. Peut-être que vous n'avez pas trouvé des hommes combatifs? Oui, certainement. Elles le méritent. Ce sont des militants. Elles le méritent. Elles ont fait leur preuve. Et quand on fait sa preuve, de toute façon, au MPR, on a l'habitude de dire que nous n'avons pas que des femmes, nous avons des Amazones. Donc, elles sont plus méritantes en général que beaucoup d'hommes en tout cas. Je ne veux pas aussi froisser les hommes, surtout qu'ils sont nombreux ici ce soir. Et il ne faudrait pas qu'ils m'en veuillent. Alors, nous avons également donc la troisième caractéristique de nos listes. Nous voulons casser, nous l'avons dit tout à l'heure, nous voulons casser également un certain subjectivisme ambiant à la société mauritanienne. Autrement dit, des gens de caste dirigent certaines de nos listes également. Qu'ils soient des forgerons, qu'ils soient des griots, que sais-je encore, ils sont également à la tête de certaines de nos listes, au niveau des députés. Donc, comprenez bien que la caractéristique majeure des listes du MPR, c'est bien sûr la diversité, c'est également le genre, c'est l'équilibre et c'est la volonté bien sûr de gagner. Et très bien. Vous dites mouvement pour la refondation. La refondation suppose bâtir quelque chose de nouveau, probablement c'est descendre d'autres choses. Alors vous estimez à l'opposition qu'il y a quelque chose qui ne va pas?
Non, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Beaucoup de choses. Il y a beaucoup de Je choses prends qui un ne note, vont docteur pas. Kane, je prends un note. Hein. Non, il y a beaucoup de J'ai choses mon qui stylo ne à la vont main. pas. Hein. Non, quand vous dites à l'opposition, il y a quelque chose qui ne va pas. Oui. Pas à l'opposition. Je n'entends pas à l'opposition. Il y a bien sûr des choses qui ne vont pas à l'opposition. Soyons honnêtes. Il y a bien des choses aussi qui ne vont pas à l'opposition. Par exemple. Par exemple, je pense que l'opposition aujourd'hui part dans des élections où il aurait pu mieux se préparer pour aller à ces élections. Alors Mieux que se préparer. l'alternance, Mieux se préparer, il dites-vous. aurait pu mieux se préparer. Comment? Il aurait pu, je dirais, mieux partager l'idée en tout cas d'un dialogue et faire plus d'efforts, prendre plus d'initiatives également par rapport à la question du dialogue. Tout le monde le sait, les gens savent ce que j'en pense, Tant que vous y mais êtes. n'allons pas dans les détails. Ce qui est important pour Oui. moi, c'est que si on cherche l'alternance, on doit se donner les moyens d'atteindre cette alternance. Et pour avoir les moyens d'atteindre l'alternance, puisqu'elle peut être pacifique, et c'est cela notre vocation, il faut passer par des élections, donc il faut bien les préparer. Mais moi, il faut que vous explicitez ça. Moi, je ne comprends pas ça. Non, Qu'est-ce que vous voulez dire par ça, docteur Kane? Je le comprends, mais moi, je ne comprends pas. Non, je reviens un peu sur le constat que j'avais fait sur les dialogues qui ont été ratés. Ah, J'ai dit que la responsabilité majeure incombe au pouvoir, mais nous avons notre part de responsabilité également, si on n'a pas réussi en fait à faire ces dialogues-là. Bon, et malheureusement, entre l'opposition et le pouvoir, ça ressemble un peu entre la situation ou le rapport entre les Arabes et Israël. Quand les Arabes sont prêts, Israël n'est pas prêt. Quand Israël est prêt, les Arabes ne sont pas prêts. Et je pense que... et de quel joue le rôle d'Israël, docteur Kane? De quel jour? Ça, c'est selon. Ah, Ça, c'est c'est bon. selon. Est-ce que vous êtes pour un candidat unique pour l'opposition pour les élections de 2019? Alors, Un candidat unique. je vais vous répondre très franchement. Ma réponse est non. C'est clair. Ma réponse est non. Un candidat unique aurait pu être philosophiquement souhaitable. Mais je ne suis pas sûr si politiquement c'est efficace, ni techniquement possible. Or, je ne veux pas perdre du temps. Voilà. Je ne veux pas qu'on perde du temps. Est-ce que vous avez un dernier mot parce que le temps commence à... Alors, mon dernier mot, vous le devinez certainement. Oui, Nous sommes à quelques jours d'élections capitales oui. et qui représente également un tournant dans ce pays, un défi majeur. Mon dernier mot, bien sûr, c'est que les Mauritaniens, c'est d'appeler les Mauritaniens à voter massivement, à participer à ces élections, à voter massivement pour le MPR et à défaut pour les autres partis de l'opposition. Il ne me reste qu'à vous remercier, Président Kane, vous et vos collaborateurs. وفي الحلقة القادمة إن شاء الله سنستضيف الدكتور محمد المولود وستكون هذه الإطلالة يوم الثلاثاء مساء الثلاثاء عند نفس التوقيت يعني 10:00 تماما. شكرا. وهذا محمد أحمد يحييكم.